Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous connaissez déjà la coutume, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines déjà, dans le cadre des élections législatives et régionales à venir, Vox Africa, à travers la voix des Côtes du Togo, est en train de donner la parole aux différents leaders des partis politiques. Alors après Jean-Pierre Fam, Madame Brigitte Adjamagbo, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir pour votre bonheur le parti qui est le plus présent sur le net, qui n'est autre chose, qui n'est autre parti que le net, c'est-à-dire le nouvel engagement togolais. Nous avons avec nous ici au plateau M. Djerry Tama. Djerry Tama, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Non, ça va, ça va. On est dans la fièvre de la veille des élections législatives. Vous savez, dans le cadre de la vie d'un politicien, c'est le moment le plus important, mais ça va. Donc, prêt au combat? Oui, plus ou moins. Oui, déjà même sur les rings? Non, pas encore. L'actualité de la semaine nous oblige à marquer quand même une courte pause, parce que vous le connaissez, vous savez déjà que depuis, dans la nuit du dimanche à lundi, les Togolais ont appris la disparition de l'ancien Premier ministre Agbéomi Kodjo, que vous connaissez très bien, que vous avez eu à côtoyer. Et donc nous nous sommes dit qu'avant toute chose, ce serait quand même bien de vous laisser la parole, de nous dire ce que vous retenez de l'homme que vous avez eu à côtoyer dans des circonstances diverses. Vous savez, le dernier passage, on va dire, la dernière présence de... Moi, je l'appelle, en plus de l'appeler le président, en plus de l'appeler l'ancien Premier ministre, il était aussi député. Donc nous avons été des collègues dans cette 6e législature. Moi, je retiens 3 choses de la personne. D'abord, sa proximité. Il a quasiment l'âge de mon père, mais depuis quasiment 10 ans que nous côtoyons. Il m'a toujours traité quasiment d'égal à égal. Donc d'abord, cette proximité. Ensuite, son intelligence. C'était quand même quelqu'un de très intelligent, de très smart, qui voyait rapidement les solutions aux problèmes. Et pour terminer, c'est un grand patriote qui aimait le Togo pour ce qu'il est. Et aujourd'hui, tout ce que je peux dire vraiment, c'est que nous avons perdu un illustre personnage, un visage iconoclastique de la politique togolaise, que son âme repose en paix et que sa famille reçoit mes condoléances. C'est tout ce que je peux dire pour cette perte inestimable que nous avons, que je ressens personnellement, parce que j'avais au-delà de tout des relations très personnelles avec lui. J'allais le voir chez lui, nous discutions beaucoup, et c'est quelque chose qui va manquer. Ça va vous manquer, peut-être bien à certains Togolais également, peut-être bien. Monsieur Djerry Tama, vous voulez placer un mot là-dessus? Non, je veux dire que, vous savez, il y a une tradition en Afrique, quand on n'est plus, on manque à tout le monde. D'accord. Même aux détracteurs? Oui, même aux détracteurs. Vous savez, vous ne pouvez pas faire de la politique sans avoir des détracteurs. Et moi qui suis ici, j'ai mes haters, comme d'habitude. Donc, vous en avez tout un paquet. Oui, bien sûr. Mais bon, parfois, c'est moi qui les provoque. Donc, ça va, ça va, ça va. Donc, j'assume. Mais bon, c'est normal qu'on puisse, dans le cadre du métier que nous avons embrassé par passion, qu'on puisse avoir des personnes qui ne nous aiment pas. C'est normal. Mais une fois qu'on a passé l'arme à gauche, normalement, on oublie tous ces petits problèmes. Et on pense vraiment au service, à la personne qu'on a été pendant toute notre vie terrestre. Eh bien, j'espère qu'au terme de cette émission, vous n'allez pas faire des détracteurs de plus ou en plus. On appréciera. Monsieur Djerry Tama, nous commençons tout de suite cette émission. Je rappelle que vous êtes un parti très présent sur le net. Comme je le dis, le net est très présent sur le net. Étant présent sur le net, vous parlez de tout, de tous les sujets. Aucun sujet ne vous échappe. Au point où le mythe qui pouvait même entourer un leader politique quelque part est cassé pour vous. Est-ce que c'est ça, faire la politique autrement? Oui, bien sûr. Ou vous êtes devenu influenceur? Non, du tout. Volontairement, je vais casser les codes. En réalité, la politique autrement, c'est l'objectif. Casser le mythe du politicien qui est quelqu'un, une sorte de lumineux, quelqu'un qui est mystique. Qui a ses raisons que le citoyen ne connaît pas. Casser le mythe, par exemple, du député toujours en veste-cravate, qui ne parle pas à la population, qui est quelqu'un qu'on ne doit pas approcher. Casser le mythe du politicien qui ne parle que, en réalité, des élections présidentielles. Nous, quand nous sommes entrés en politique, c'était justement aborder toutes les questions sectorielles, qui fait qu'en réalité, entre 2 élections, les gens, il faut qu'ils vivent. Et que pour que ces personnes vivent, il faut pouvoir, par rapport au rôle que nous avons aujourd'hui en tant que parlementaires, pouvoir les défendre au quotidien. Aujourd'hui, quand les gens m'appellent la voix des sans-voix, je considère que c'est la suprême consécration. Et aujourd'hui, quel est le meilleur canal pour le faire?
qui coûte le moins cher et qui est omniprésent, c'est les réseaux sociaux, par exemple. Vous pensez que ça marche, cette stratégie? Pour le moment, ça marche. Nous avons quitté 2012, création du parti, 2018, 3 députés à l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire. Vous avez remis 2015. Oui, 2015, c'était 1% aux élections. Oui, bien sûr. 1% aux élections, 2019, 5% sur le plan national, en n'ayant pas présenté des candidats dans l'ensemble des circonscriptions. 2019, troisième parti de l'opposition en termes de nombre de conseillers. Donc, oui, on peut prendre 2015, mais aujourd'hui, pour le moment, notre référence est 2019. Et quand vous prenez 2019, oui, 5% de l'électorat, et oui, troisième formation politique de l'opposition après l'ANC et l'UFC en termes de nombre de conseillers. Apparemment, vous semblez très fier de ce bilan. Non, je ne suis pas fier. Le but ultime d'un acteur politique, bien d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Mais nous, depuis le début, nous avons dit nous avons une démarche qui va être une démarche progressive, qui va monter progressivement, parce que nous savons les moyens que nous avons. Et aujourd'hui, oui, après 10 ans, même moins de 10 ans en 2018, devenir un parti parlementaire. Quand vous comptez sur la paume des doigts le nombre de partis au Togo qui sont rentrés à l'Assemblée, diriger un groupe parlementaire, oui, je pense qu'on a une bonne progression. Mais vous avez manqué de préciser qu'en 2018, par exemple, il y avait les ténors de l'opposition, les quelques poids lourds de l'opposition qui avaient boycotté les élections. C'est pour ça que je donne référence 2019, parce qu'en 2019, ils étaient là et on s'est bien battu et on en est sorti, je rappelle encore, troisième parti de l'opposition en termes de nombre de conseillers municipaux. Et ensuite, même quand vous prenez le nombre, la répartition des conseillers du net, vous vous rendez compte que nous sommes, après l'immense parti au pouvoir, l'un des partis qui est présent dans les 5 régions. Ça, c'est un objet de fierté personnelle. D'accord. Parlant des élections, vous avez décidé par exemple de ne plus aller aux élections, enfin, de vous focaliser rien que sur les élections 2030 à venir. C'est bien ça? Non, nous ne disons pas que... Non, je parle des élections présidentielles. Non, nous ne disons pas... 2030 l'objectif. L'objectif, nous disons, nous irons aux élections en 2025. Mais notre momentum, le moment où nous pensons que nous aurons l'audience nécessaire pour remporter les élections présidentielles, c'est 2030. Si vous suivez notre progression, nous disons, très simple, je vous explique ça en 2 secondes. Aujourd'hui, lors des élections locales, municipales, nous avions 5%. Nous pensons que lors de ces élections législatives, nous pourrons avoir 15%. En 2025, nous pensons que si nous restons sur la même progression, nous aurons 25%. On ne gagne pas une élection présidentielle avec 25%. Par contre, en 2030, nous pourrons aller jusqu'à 35% et par le jeu des élections à 2 tours, gagner les élections présidentielles au 2e tour. C'est tout simple. Nous ne disons pas que nous n'allons pas en 2025, mais en 2025, c'est peut-être le temps de l'ANC, de l'UFC ou d'un autre parti, on n'en sait rien, ou bien d'UNI, on n'en sait rien. Mais notre momentum, c'est 2030. Mais pourquoi aller aux élections en 2025 quand vous savez d'avance que vous allez les perdre? Non, mais parce que justement, et grâce à nous, notre législature, nous avons les élections à 2 tours. Donc, quand vous allez à une élection à 2 tours, au premier tour, c'est le moment où chaque parti renforce son audience pour pouvoir jouer les faiseurs de roi. Au 2e tour, si 2e tour il y a. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre, quand il y a les 2 tours, de dire, moi, je ne vais pas. Parce que s'il y a un 2e tour, en fait, tout le monde va venir faire la cour. Et c'est même sur cette même logique-là que nous disons, nous irons en 2025, mais en 2030, nous supposons que notre progression nous permettra d'avoir 35%. Vous êtes bien d'accord que 35%, ça ne va pas 51%. Mais avec 35%, en jouant le jeu des alliances au niveau de l'opposition, nous pourrions être au 2e tour et compter sur nos camarades de l'opposition pour nous appuyer pour gagner le pouvoir. Vous avez dit tout à l'heure que grâce à votre législature, nous avons désormais les élections à 2 tours. À 2 tours, d'accord. Mais dans le même temps, très souvent, lorsqu'on vous interpelle sur votre bilan au niveau de l'Assemblée nationale en disant, mais en tant que député, quels sont les projets de loi que vous avez pu porter, vous dites souvent que vous êtes minoritaire. Apparemment, ça vous dites que vous êtes minoritaire. Quand vous êtes minoritaire, vous ne pouvez pas. Apparemment, quand ça sert vos intérêts, ça dépend de ceux que vous interrogez. Moi, je ne me suis jamais abrité derrière ma minorité pour dire que je n'ai pas travaillé à l'Assemblée nationale. Le net sur la 6e législature, c'est quand même 19 interpellations. Ce qui n'est rien. Aucun autre parti sur aucune autre législature n'en a fait autant. C'est 3 propositions de loi à l'Assemblée nationale qui n'ont pas abouti. Voilà. Mais c'est quand même 3 propositions de loi.
Vous pouvez demander, que ce soit ceux qui m'ont précédé sur ce tableau ou à tous les députés qui nous ont été dans les autres législatures, combien de propositions de loi? C'est pas moins d'une centaine d'amendements. Vous savez comment ça se passe à l'Assemblée nationale. En revenant même sur la Constitution. Quand il y a eu le projet de révision constitutionnelle, c'était sur 3 articles. Quand le projet arrivé à l'Assemblée nationale, nous, malgré notre minorité, nous avons dit c'est l'occasion de faire un certain nombre de propositions pour modifier en profondeur la Constitution. Et si vous aviez suivi l'origine des amendements, des 29 articles qui ont été modifiés lors de la Constitution, nous on avait 5 amendements qu'on a introduits. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire oui mais nous étions minoritaires donc on n'a pas contribué à l'amélioration de la Constitution de 2019. Non, là-dessus, moi je ne m'abrite pas derrière la minorité. Certes, on aurait pu mieux faire, je le rappelle encore, 3 propositions de loi introduites non abouties. Je ne vais jamais m'abriter derrière le fait qu'on soit minoritaire pour dire qu'on n'a pas travaillé, mais il est évident que si on avait la majorité, on aurait largement mieux fait des choses. Alors, sur votre objectif pour les élections à venir, c'est 15 sièges. Sur quoi est-ce que vous comptez concrètement pour pouvoir y arriver? Parce que justement, nous avons eu 3 sièges lors des élections législatives, nous avons eu 33 conseillers lors des élections locales. Et maintenant, quand nous regardons à peu près les endroits où nous avons eu les conseillers et le travail que nous avons fait, aujourd'hui, les endroits où nous espérons avoir des sièges, c'est des endroits où nous avons des conseillers, parfois 1, parfois 2, parfois 3. Puisque ça se passe à l'échelle des préfectures. Et nous partons du principe que quand nous avons eu 3, 4 conseillers dans des circonscriptions où il y a 3 électeurs, nous avons des chances de remporter au minimum un siège sur les 3 qui sont mis en place. Et quelles sont les circonscriptions que vous visez? Vous pensez bien que je ne vais pas vous le dire. Pourquoi pas? Non, je ne le dirai pas maintenant. Je le dirai quand la CENI va proclamer les résultats. Vous avez tout à l'heure dit que... Comment est-ce qu'on saura? Non, quand la CENI va proclamer la liste, nos listes, mais je ne dirai pas là où je compte. C'est un peu comme un général qui, avant d'aller sur le combat, dit exactement où est-ce qu'il va mettre son effort. Nous sommes dans un combat. Et dans ce combat-là, tous les coups sont permis. Si je commence à dire là où je vais mettre mon effort, et demain mes listes sont invalidées pour une raison ou une autre, comment je fais? Donc non, quand la campagne va commencer, vous verrez par rapport aux efforts que nous faisons, les endroits où nous avons envie de faire de l'effort et avoir les 15 députés. Est-ce que vous faites suffisamment confiance, vous, au processus électoral, au cadre électoral qui est là? Le jour où on fait confiance au système, c'est le jour où on a réussi à gagner. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons un système, je l'ai toujours dit, qu'il y a quelque chose de particulier dans le système togolais. C'est que chaque candidat a la possibilité d'avoir son représentant dans les bureaux de vote et à la CENI. Et que si tous nos représentants jouaient leur rôle, ça ne veut pas dire qu'on perdrait ou bien qu'on gagnerait forcément, mais qu'on aurait les éléments de protestation, de contestation de nos éventuels échecs. Ce qui se pose comme problème, c'est que malgré que ces dispositions-là sont là, la plupart du temps, et pour mon parti compris, nous faisons des élections où les gens que nous mettons dans les bureaux de vote, après nous avons du mal à les retrouver, du mal à trouver les PV. Et tant qu'on n'a pas des PV contradictoires, notre système est tel que les contestations se basent sur les PV. Donc quand on n'a pas les PV contradictoires, vous êtes un peu emmerdé parce que si vous dites tout simplement que vous pensez que vous avez gagné au niveau des organes de régulation des élections, c'est difficile à prendre comme agent comptant des arguments de cette nature. Et donc parlant du cadre électoral, vous êtes sans doute au courant de cette polémique qui a enflammé la toile, en tout cas au niveau des Togolais, et même certains partis de l'opposition qui ont critiqué l'augmentation dans un premier temps des frais de caution, d'abord à 500 000, après on est redescendu à 300 000. Bon, il y a eu également de l'autre côté. Bon, est-ce que vous comprenez, vous, parce que je rappelle que vous êtes quand même à l'Assemblée nationale lorsque tout ça a été fait, est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui mieux aux uns aux autres? Non, ce qu'on peut déplorer, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de concertation. Nous avons mis en place un cadre qui s'appelle le cadre permanent de concertation sur lequel nous abordons tous les sujets. C'est vrai que sur les sujets qui ont été inscrits au départ au niveau du CNAP, la question de la caution n'avait pas été posée et que nous n'avons jamais abordée. Mais cela sous-entendait, puisque nous avions accepté un principe, tout ce qui ne fait pas l'objet d'une discussion et d'une modification reste au statu quo. Donc c'est vrai que nous étions dans l'idée que la caution qui avait été en 2018 de 100 000 pour les élections législatives allait être reconduite. Bon, maintenant après, on a découvert que c'était passé de 100 000 à 500 000. Beaucoup de personnes s'en est émues.
Nous, quand nous sommes allés aux informations, ce qui avait été présenté par le gouvernement, c'était de faire en sorte que la caution pour aller à une élection présidentielle et législative ait un sens. Pour moi, si ça avait été discuté en amont, ça ne me gêne pas. Parce que je considère que si vous voulez devenir député dans votre pays, vous avez quand même un minimum de ressources qui vous permettent d'aller, parce que quand même c'est vous qui décidez des lois qui vont s'appliquer à l'ensemble des Togolais. Et qu'une caution, une fois que vous avez fait 5%, vous la récupérez. Donc pour moi, si ceci avait fait l'objet de discussion, sincèrement les 500 000 francs ne me heurtent pas. Vous auriez voté pour? J'aurais voté pour. Bon, maintenant, à partir du moment où ça n'a pas fait l'objet de discussion, et que donc les partis politiques se sont préparés éventuellement 600 000, et que c'est uniquement au mois de février, donc au moment où nous sommes à quelques semaines uniquement des délais de dépôt des cautions, des dossiers, qu'on nous annonce que la caution est partie à 500 000, je faisais aussi partie de ceux qui sont émus de cette situation. On a eu, Dieu merci, une réunion du CPC. Il y a eu beaucoup de propositions dont la majorité demandait à ce qu'on revienne à la situation hantée, donc de 100 000. Le gouvernement a décidé de monter cette valeur-là à 300 000. Nous avons pris acte, nous faisons avec. Pour moi, ce n'est pas un problème qui bloquerait quoi que ce soit, parce que de toute façon, vous allez à une élection, faites l'effort d'avoir les 5% qui vous permettent de récupérer votre caution ou bien ne déposez pas de candidature, tout simplement. Parlant toujours de cette affaire de caution et donc d'argent, vous avez taclé un peu l'ANC la dernière fois lorsque le parti de Jean-Pierre Fabre demandait à ce que les militants se mobilisent et puis envoient des timonies et des flouses. Vous avez trouvé ça un peu bizarre, mais dites-moi, vous, comment est-ce que vous faites dans votre parti? Tout l'argent sort de votre poche ou bien vous avez des militants qui... Vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que j'ai taclé. Je le dis, les règles du jeu, quand elles sont modifiées au dernier moment, c'est pour faire du tort à l'adversaire. Personne ne peut imaginer que si le gouvernement, avec le parti au pouvoir, décide d'aller de 100 000 à 500 000, ce n'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et ce que je déplorais, c'est qu'à partir du moment où les gens y font, en sachant quand on a des difficultés financières, ils le font exprès. Je trouve que c'est maladroit de dire à celui qui veut te chicoter que son chicotage il a réussi. Je ne sais pas si je peux me permettre ainsi. Donc c'est la première chose que je déplorais. Oui, si vous voulez demander des dons, vous pouvez les demander au sein de votre parti. Moi par exemple, j'oblige, je demande à tous les candidats de faire l'effort, tous ceux qui veulent aller aux élections, de faire l'effort pour payer leur caution. Et ben, s'il y a des différences à faire, je les fais. Ça, c'est dans le cadre de notre formation politique. Ce que moi j'ai déploré, c'est de dire, nous demandons à la population togolaise de cotiser parce que ce faisant, ben, en fait, ils donnent du corps à ceux qui ont voulu nous créer des problèmes. C'était la première boutade, si vous voulez. La deuxième, je dis une chose. Nous sommes dans un pays où, qu'on le veut ou non, quand vous vous présentez éventuellement à une élection présidentielle, dans tous les pays du monde, il faut que vous ayez des moyens. C'est peut-être Gandhi et Obama qui étaient peut-être des gens qui n'avaient pas de ressources particulières, mais c'est dans des pays où les cotisations sont plus faciles. Mais si vous montrez déjà en 2024 que vous avez énormément du mal à réunir 56 millions à l'époque, il est évident que si l'année prochaine, lors des élections présidentielles, nos amis d'en face, comme je les appelle, nos voisins d'en face décident de faire monter la caution à 100 millions, je rappelle qu'au Bénin, par exemple, c'est plus de 200 millions. S'ils décident de la remonter, ça veut dire que vous leur donnez les moyens de savoir que si on monte la caution à 100 millions, vous aurez sans aucun doute des difficultés. C'est ma vision des choses. Personnellement, je considère que quand quelqu'un fait quelque chose sur le plan politique pour faire du mal, le mieux, c'est de lui dire même pas mal. Voilà, c'est ma conception. Et quand je fais cette réflexion, je dis... Actuellement, dans l'état actuel des choses, le parti qui est le plus à même de remporter des élections, que ce soit législatives, mais surtout présidentielles, aux élections de 2025, au titre de l'opposition, c'est l'ANC. Et vous y croyez? Je pense qu'ils ont les moyens pour le faire. Nous, on aura les moyens en 2030. Vous pensez ou vous y croyez? Non, mais maintenant, après, je ne peux pas y croire à la place de notre parti. Mais quand vous regardez les résultats, par exemple, des élections locales en 2019, l'ANC sort. Mais l'ANC avec 129 ou 130 conseils municipaux est très largement devant. C'est vrai qu'on a eu un accident de parcours en 2020, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, je pense qu'en l'absence de MPDD et de la dynamique de la DMK, l'ANC reste quand même un grand parti. Il y a aussi la DMP qui est arrivée. Non, DMK, on va s'arrêter à DMK parce que DMK, il y avait qu'à dedans.
Il y avait un cas dedans. Voilà, et c'est le cas qui faisait. C'est le cas qui a fait le travail. Parce que, bah, voilà, c'est ça. Je ne pense pas. Ouais, non, je pense pas. Mais après, maintenant, en politique, il faut jamais dire jamais. Mais je pense que on ne peut pas enlever à la victoire, bon, pas la victoire, au résultat de la DMK en 2020, on ne peut pas enlever le nom K et avoir le même résultat. Parce que la preuve, c'est qu'on a fait les élections législatives en 2018. On sait les partis qui ont participé, la MPDD était là. On a fait les élections en 2019 sans la DMK. MPDD du feu à Boyomé. Voilà, on a fait les élections en 2019 sans la DMK, on a vu les résultats. Donc je pense que quand vous prenez tous les partis qui composaient la DMK en 2020, si vous enlevez le cas, et vous comparez leurs résultats en 2019, c'est pas la même chose. Donc dès qu'on quitte le K pour le P, c'est suicidaire. Je pense que les résultats ne seront pas les mêmes. D'accord, les résultats ne seront pas les mêmes. Nos amis de P apprécieront. Après, de toute façon, vous savez, j'ai pas ma langue dans ma poche, donc c'est pas grave. D'accord. Vous avez dit même dès le départ de l'émission que vous reconnaissez que vous êtes souvent dans la provocation. Oui, c'est voulu même d'ailleurs. C'est voulu, mais qu'est-ce que vous gagnez dans ça en provoquant vos collègues de l'opposition? Je ne les provoque pas. Vous savez, l'essence de l'engagement du net en 2012, au fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. En 2012, nous décidons de nous engager pour faire la politique autrement que nos aînés. Donc, quand nos aînés reprennent ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, nous sommes là pour leur rappeler, pour dire, les gars, c'est ce que nous faisons depuis 30 ans et ça ne marche pas. C'est tout simple. C'est-à-dire que si nous décidons de faire la politique autrement que ce que nos aînés ont fait, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on puisse dénoncer ce que nos aînés ont en disant, écoutez les gars, ça fait 30 ans qu'on fait la même chose et que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ça marche entièrement, mais quand même, nous sommes dans un cheminement. Donc, si nous ne dénonçons pas des choses qui, depuis 30 ans, même 35 ans, qui ne marchent pas, en fait, nous n'avons plus notre raison d'être. C'est pour ça que quand nous sommes rentrés en politique, on a voulu, à partir de 2012, changer les choses de l'intérieur. Vous vous rappelez, on a fait Arc-en-Ciel, on a fait Cap 2015. Après, on s'est rendu compte que nos méthodes étaient absolument en déphasage avec celles de nos anciens. On est sortis. Depuis 2014, on a dit on ne fait plus de regroupement politique. Et justement. Mais est-ce que cette façon de vous attaquer, je mets ça entre griffes, aux autres collègues de l'opposition, est-ce que ça ne vous isole pas sur le chiquier politique côté opposition? On n'a pas besoin d'être ensemble. On est ensemble, je l'ai dit, aujourd'hui vous êtes ensemble dans deux cas, soit dans le cadre d'une élection présidentielle au deuxième tour, ou bien dans le cadre de ce qu'on appelle des actions ad hoc. Depuis que nous sommes allés à l'Assemblée nationale, je ne vais pas vous citer le nom des partis politiques, mais beaucoup de partis politiques nous ont sollicité, parfois pour faire des interpellations, des partis qui nous avaient dit que nous étions des députés nommés. Il y a des partis politiques qui nous ont écrit, après nous avoir dénié toute légitimité, qui nous ont écrit après pour nous solliciter. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés au niveau du CPC. Nous avons parfois porté des projets d'autres formations politiques. Un parti politique n'a pas besoin, systématiquement, c'est qu'on a habitué les Togolais à l'idée que l'union des partis politiques était une fatalité. Non. Quand vous faites les élections proportionnelles, il n'y a absolument aucun impératif d'union. Et quand vous prenez les élections, justement, de 2019, vous vous rendez compte que l'ANC qui va tout seul, qui a à peu près 130 conseillers, et la DM, à l'époque, c'est quoi? C'est la DMK, non, c'était pas la DMK, la C14. La C14 qui va ensemble et qui a moins de députés que l'ANC. Donc vous voyez que, en fait, en prenant cet exemple, uniquement cet exemple, l'union n'est pas une fatalité. Nous, on est allé tout seul, on a eu 33 conseillers, l'UFC est allé tout seul, ils ont eu 44 conseillers. Donc, quand vous prenez 6, 7, 8 partis qui vont ensemble, qui ont 130, quand on fait une répartition, ils ont à peine 20 conseillers par parti. Donc, aujourd'hui, le vrai problème au Togo, c'est qu'on ne tire pas des leçons de nos actions. Il y a des lieux communs qui sont là, on dit union, union, union. Et je connais des partis comme ça depuis 30 ans, qui sont toujours dans des unions, ils n'ont jamais rien fait. Vous pensez à quel parti? Je ne vais pas donner de nom ici. Il faut faire... non, jamais. Non, c'est vrai, ils sont nombreux. Quand ils sortent d'un regroupement, ils rentrent dans l'autre. Dès qu'ils quittent un regroupement, c'est un autre. Non, ça n'a pas de sens. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais j'ai une question curieuse pour vous. Si vous visez 15 sièges sur 113, dites-moi pour vous, quel sera le parti qui gagnerait ces élections? Non, le parti au pouvoir va gagner les élections. Il faut pas... Vous savez, moi, je n'ai pas de langue de bois. Aujourd'hui, ils sont sur le terrain, ils ont les moyens, ils ont les ressources humaines. Non, ils vont gagner les élections. Pendant ce temps-là, nous, beaucoup de partis de l'opposition, on n'a rien fait pendant 5 ans. On est resté là. Au fait, c'est même pas que... Autrefois, on criait, on gesticulait. Cette année, maintenant, on n'a rien fait. On est resté... Certains ont gagné des communes, certains ont gagné des trucs qui sont restés là-dessus, mais on n'a rien fait pendant 5 ans. Le NET est le seul parti qui a été présent sur le terrain pendant les 5 ans, a fait des actions sociales, ainsi de suite. Mais le reste, on est resté là. On n'a même pas fait les cigales pour qu'on dise on a chanté, on n'a rien fait.
Donc oui, voilà, moi tout ce qu'on espère, c'est qu'ils ne vont pas avoir un plébiscite, qu'on puisse avoir une minorité de blocage à l'Assemblée nationale, parce que pendant ce temps, on n'a rien fait. D'accord. Monsieur Djeri Tama, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous donne 30 secondes. Non, mais tout ce que je peux dire, c'est que d'abord, je présente toujours tous mes encouragements pour nos forces de défense qui sont au nord du pays et qui nous défendent, qui font que nous arrivons à faire des émissions comme celle-là. Et puis, je demande à l'ensemble des Togolais qui se préparent à aller aux élections de pouvoir le faire sans passion, dans la paix, dans la concorde, et qu'on en sorte plus unis que jamais. Monsieur Djeri Tama, merci. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, chers téléspectateurs, je joins ma voix à celle de Djeri Tama pour vous dire merci de nous avoir suivis. Et vous-même, vous savez comment est-ce qu'on termine maintenant. Vous connaissez le slogan. Que Dieu bénisse le peuple togolais et qu'il vous bénisse, vous également, particulièrement, de nous avoir suivis. On se retrouve dans le prochain numéro.